Rappelons d'ailleurs, je crois qu'il n'est pas inutile de le rappeler, que ces violences physiques non crapuleuses sont composées des coups et blessures volontaires sur la voie publique ou dans les lieux publics, mais en très grande partie et en très grande majorité aussi des violences intrafamiliales. La violence, l'augmentation de la violence, ce n'est pas nécessairement une plus forte progression des actes qui sont commis dans la rue. En août 2009, le nombre de faits de violence aux personnes était en hausse de 4,8% sur 12 mois. Ce taux a reculé de plus de 4 points en un an, et ainsi, lors des 12 derniers mois, et ce pour la première fois depuis février 2005, le nombre de faits constatés de violences physiques non crapuleuses a été inférieur à celui des 12 mois précédents. Si la baisse est pour le moment extrêmement limitée, elle n'en constitue pas moins une rupture avec l'orientation à la hausse qui avait été constante lors de ces 5 dernières années. De même, on observera que le rythme annuel d'évolution des violences physiques non crapuleuses a nettement ralenti depuis 1996, puisqu'il est passé de près d'une augmentation de 9% par an à seulement une augmentation de 3,5% ces 12 derniers mois. Oui, mais alors, les données que vous venez d'évoquer, Christophe Soulez, elles ne reflètent que l'activité d'enregistrement des forces de sécurité, police et gendarmerie, et non la réalité de la criminalité telle qu'elle est vécue par les victimes et puis éventuellement reportée dans le corps social à travers les médias. En effet, je crois que c'est ce qui est le plus important, certaines infractions ne sont pas connues des autorités faute de dépôt de plainte, alors que d'autres ne font pas nécessairement l'objet d'une procédure. Et c'est d'ailleurs bien pourquoi les statistiques policières sont avant tout des données d'enregistrement, dont la hausse ou la baisse dépend pour une très large part du comportement de la victime. C'est pourquoi il est nécessaire de combler ces statistiques policières par des données qui sont issues d'autres sources. Ainsi, la France s'est dotée, à l'instar des États-Unis ou de la Grande-Bretagne depuis 30 ans, d'un dispositif permettant de mieux appréhender la réalité criminelle, et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui, depuis 2007, donc les enquêtes de victimation. Grâce à ces enquêtes, réalisées au niveau national, réalisées directement auprès de la population, il est ainsi possible d'avoir une idée plus juste de la réalité de la criminalité, que l'infraction ait été ou non suivie d'une plainte. C'est ainsi, par exemple, que l'on sait que seulement 10% des violences sexuelles ou seulement 12% des violences entre conjoints font l'objet d'un signalement à la police ou à la gendarmerie. Par conséquent, et même si c'est parfois difficile à entendre pour les médias, pour les élus, pour les responsables politiques, une hausse de certaines infractions dans l'outil statistique policier, comme par exemple une hausse des violences, ne doit pas nécessairement être vue comme quelque chose de négatif. Cela peut tout aussi bien être la conséquence d'une augmentation des passages à l'acte que d'une meilleure révélation des faits, due d'ailleurs notamment à une amélioration des politiques publiques d'accueil ou de prise en charge des victimes. Plus l'État, les collectivités territoriales, les associations vont inciter les victimes à aller déposer plainte en matière conjugale, par exemple, plus les statistiques policières vont augmenter. Ça ne voudra pas dire nécessairement qu'il y a plus d'actes. Au-delà des données administratives, il est donc nécessaire de promouvoir une approche qualitative qui permette de mieux adapter les stratégies et les réponses policières aux évolutions criminelles, aux nouveaux modes opératoires et surtout à la réalité de la délinquance. Ainsi, par exemple, la dernière enquête de victimation a montré que sur 100 victimes déclarées de violences physiques, 50% déclaraient des violences commises au sein de la sphère familiale. La cellule familiale, pour prendre un raccourci, est donc tout autant un lieu de conflit, un lieu de violence que la voie publique. Pour l'État, pour les responsables politiques, pour les collectivités, cette information est d'autant plus importante que les modes d'intervention ou les politiques publiques à mettre en place diffèrent selon que la violence s'exerce dans la sphère publique ou dans la sphère privée. Ce qui me conduit à dire que, d'ailleurs, la police et la gendarmerie nationale ne produisent pas le crime. Elles sont en charge de le prévenir, de rechercher les auteurs, mais dans ces missions, ce ne sont pas en plus les seuls acteurs. Elles font partie d'une chaîne pénale où chaque maillon va avoir une part de responsabilité. Autorité judiciaire, administration pénitentiaire, forces de l'ordre et sans oublier l'éducation nationale. L'évolution des crimes et des délits dépend également de l'adaptation des délinquants, de leur évolution, parce que l'environnement n'est pas le même, parce que la société bouge aussi. Finalement, il y a une sorte de phénomène d'adaptation au milieu qui évolue. La société crée du crime. La société crée du crime parce qu'elle évolue. Le développement des nouvelles technologies de l'information, et notamment de l'Internet, a ouvert aussi un nouveau marché criminel.
moins risqué et parfois plus lucratif que, par exemple, le trafic de stupéfiants. L'accroissement également du parc des objets high-tech, les téléphones portables, les lecteurs MP3, offre de nouvelles opportunités pour le délinquant. L'augmentation importante qu'on a connue ces dernières années en matière de vol avec violence est due à la mise sur le marché de nouveaux objets plus facilement, qu'on peut plus facilement voler aujourd'hui. L'amélioration de la protection des biens et leur sanctuarisation entraîne aussi un transfert de la délinquance de lieux qui sont de plus en plus sécurisés vers des cibles moins protégées et plus accessibles. Aujourd'hui, les vols à main armée contre les établissements bancaires deviennent très rares, car il faut quand même en vouloir pour s'attaquer à une banque. En revanche, on a un transfert vers le vol de fret, le vol de cuivre, vers les agences postales ou vers les personnes. L'efficacité même de la police et de la gendarmerie dans la lutte contre certains phénomènes criminels peut aussi mener à de nouvelles stratégies criminelles. Une pression trop forte sur les trafics de stupéfiants peut conduire certains criminels, certains délinquants, vers d'autres secteurs moins risqués ou demandant une organisation plus sommaire, comme par exemple les vols à main armée ou les cambriolages. Par ailleurs également, les évolutions politiques, économiques, sociales ou culturelles font apparaître de nouvelles fragilités et donc de nouveaux risques pour la société et les individus qui la composent. Les nouvelles formes de violence, le radicalisme politique ou religieux, l'usage des moyens de communication numérique, comme d'ailleurs vecteur du racisme ou de l'antisémitisme, mais également les mouvements sectaires ou la cybercriminalité forment un ensemble de nouvelles menaces polymorphes. Celles-ci sont d'ailleurs davantage imprévisibles, insaisissables et donc nécessitent une adaptation constante et régulière des réponses publiques. Alors, dans cette évolution des menaces, il y a, par exemple, la montée des violences dites urbaines. Comment analysez-vous ce nouveau contexte ? Aujourd'hui, c'est ce qui différencie les violences urbaines de nos années par rapport aux violences urbaines qu'on a connues au début des années 80 ou même au début des années 90. La distinction entre les actes se rattachant aux violences dites urbaines et celles qui relèvent de milieux de la criminalité plus organisée semble avoir perdu une partie de sa pertinence, en raison notamment, et ça rejoint un peu le début de mon propos, d'une certaine porosité des méthodes, des moyens utilisés ou des contacts qui se nouent entre les différentes catégories de délinquants. Désormais, il n'est pas rare que des délinquants, même d'envergure limitée, guidés par la recherche du profit maximal immédiat, recourent à des degrés d'intimidation et de violence de plus en plus brutaux pour parvenir à leur fin en profitant de l'effet de surprise ou du choc de l'agression. Ainsi, par exemple, les services de police, qui sont quand même aux premières loges pour analyser ces phénomènes, constatent régulièrement que de jeunes délinquants, initialement connus pour de petits délits, sont impliqués dans des braquages plus importants, où la violence, d'ailleurs souvent déployée, est très nettement disproportionnée par rapport au profit attendu ou au risque encouru. Par exemple, l'année dernière, 75% des nouveaux individus mis en cause par les services de police pour vol à main armée étaient des mineurs, hommes. Police et gendarmerie nationale sont ainsi confrontés à de nouvelles méthodes expéditives avec une violence disproportionnée pour régler des contentieux entre bandes rivales ou s'approprier le bien d'autrui. De plus, une sorte d'intégration économique et de division du travail entre grands trafiquants et délinquants au poids plus modeste semble s'établir. Des trafiquants endurcis n'hésitent plus à prêter drogue ou argent à des délinquants locaux pour monter de petits trafics en contrepartie du soutien de ces petites mains au profit de leurs propres opérations de livraison. Et donc, en fait, il s'ensuit de ces échanges une diffusion assez large de techniques qui étaient jusque-là réservées au grand banditisme, aux grands malfaiteurs. Recours au repérage, aux ruptures de filature, aux faux documents d'identité, au chantage ou encore à des actes de rétorsion punitive. Alors, ces mutations de la délinquance par ce contact entre délinquants avec déjà un certain niveau de pratique et puis jeunes délinquants, elles s'inscrivent souvent en plus dans une stratégie d'appropriation et de défense territoriale. Oui, parce qu'en fait, c'est toute la question des violences urbaines aujourd'hui. Elle vise soit à protéger l'activité des groupes qui s'adonnent à ces trafics par l'existence d'une base arrière, soit à leur assurer un marché de débouchés pour le produit de certains vols et trafics. L'instrumentalisation de la violence pour le contrôle des trafics, l'utilisation croissante d'armes à feu, circulant entre plusieurs mains, ça veut dire qu'il y a une augmentation nécessairement
du nombre d'armes à feu, mais en tout cas de l'utilisation d'armes à feu, la multiplication des règlements de compte entre dealers et l'augmentation des agressions, de plus en plus préméditées notamment des forces de l'ordre, sont devenus les éléments d'une volonté de sanctuarisation de certains territoires au profit des trafiquants. Et d'ailleurs, habilement, ces derniers sont d'ailleurs capables d'acheter quelques soutiens et neutralité par la rémunération ou l'intéressement redistributif de menus auxiliaires. Et donc, pour cette raison, il devient de plus en plus complexe d'analyser et d'interpréter certains événements constitutifs d'un trouble à l'ordre public, souvent d'ailleurs trop rapidement qualifiés de violence urbaine. Dans de nombreux cas, les incendies de véhicules relèvent d'une délinquance ludique, mimétique, de représailles, parfois contestataires, mais aussi une telle mise en scène peut servir de paravent commode à la volonté d'effacer toute trace exploitable suite à un vol de véhicule ou masquer par exemple aussi une fraude à l'assurance. Incendies de poubelles, de boîtes aux lettres, caves d'immeubles constituent aussi des actes d'intimidation ou de vengeance contre des riverains qui seraient tentés de s'opposer au développement d'un trafic. La ressource principale du trafiquant est liée au territoire, bien davantage d'ailleurs qu'au produit lui-même. C'est pourquoi d'ailleurs les trafics en France sont très fragmentés et aux mains d'une très grande diversité d'équipes et de quartiers, ou plus précisément d'ailleurs d'équipes de quartiers. Alors qu'aux États-Unis ou en Amérique du Sud, les gangs vont très souvent chercher à étendre leur influence au-delà de leur sphère d'origine, en France, les bandes de quartier vont généralement se limiter à leur territoire. Les revendeurs, les trafics inscrivent donc leurs actions dans une logique de sécurisation du trafic autour de points de vente qu'ils maîtrisent. C'est donc une configuration dans laquelle c'est le client d'ailleurs qui vient au trafiquant et non l'inverse. Et cela entraîne donc un flux d'activités important sur le quartier et favorise une fragmentation du commerce en une pluralité de petites structures autonomes. Oui, donc il y a une sorte d'atomisation des réseaux, ce qui ne doit pas faciliter la tâche des services judiciaires. Non, et d'ailleurs les gains qui sont issus de l'économie souterraine sont de plus en plus élevés et contribuent à faire vivre des familles entières. Un guetteur aujourd'hui gagne entre 80 et 100 euros par jour. Et dans une récente affaire, ce qu'on appelle une mule, c'est-à-dire que la personne qui va, par exemple, prendre l'avion avec des produits stupéfiants et la ramener dans le quartier, a été payée de près de 3 000 à 10 000 euros, avec en plus une semaine de vacances en prime. Et au-delà des préoccupations financières, d'ailleurs, le trafic a d'autres incidences. Cette sphère délinquante est visible dans l'espace public et son prestige est assuré par l'argent. Avoir de l'argent à disposition dans un quartier, c'est s'assurer du pouvoir, c'est s'assurer une réputation. Ce tableau sombre-là que vous venez de dresser pour la France, il a quelles conséquences en matière d'exercice du pouvoir régalien de sécurité, cette atomisation par exemple? L'organisation territoriale de la police nationale demeure en fait un enjeu majeur au regard de l'évolution de nos territoires, mais également donc, des nouvelles menaces. L'enracinement territorial de phénomènes criminels, l'aggravation même de la menace terroriste d'ailleurs, pèse dans la manière aussi dont doivent être abordées les questions criminelles.